Docteur Elmiger, bonjour. Vous êtes connu pour vos livres, mais qui est le docteur Elmiger? Et tout d'abord, vous êtes originaire d'où? De Lucerne, c'était une ville dans la Suisse allemande, mais ma mère est du Valais. Je pense que vous connaissez le Valais, ma mère est de Sion, donc je suis un mélange entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Mais je suis né en Indochine française, parce que mon père, à l'époque, c'était la grande crise économique des années 20, après la guerre de 18, il n'y avait plus de travail en Suisse et les Suisses partaient. Maintenant, on vit le phénomène inverse, mais à l'époque, c'était nous qui devions émigrer pour survivre. Alors mon père a fait toute sa carrière dans les colonies, d'abord dans les colonies néerlandaises, et puis après, il a été pris par un chasseur de tête, et puis on l'a installé il s'est installé dans les plantations d'EVA en Indochine, au Cambodge. Et puis il a grimpé tous les échelons de la hiérarchie, et puis il est devenu un des grands patrons d'une des immenses plantations d'EVA. Il faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque les derniers barons du caoutchouc. C'était des gigantesques entreprises qui appartenaient d'ailleurs à l'État français. Voilà. Alors moi je suis né en Indochine, et malheureusement, à l'époque, un génial chimiste suisse de chez Ciba ou Geigy, je ne sais plus, venait de mettre au point la fameuse molécule de diméthyltrichloroéthylène qu'on appelle le DDT. Ce n'est pas le plus puissant insecticide qu'on ait jamais inventé, mais c'est une cochonnerie épouvantable. Alors mon père, tout content, en a importé des tonnes pour répandre sur les rizières, parce qu'on était infestés par la malaria. Et puis nous, comme bébés, on y avait droit. Alors on était dans notre berceau, on mettait la moustiquaire sur leur berceau, et puis tchac, 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 on nous sprayait ça dans la figure. Ça s'appelait le spray tox à l'époque. J'ai encore l'odeur dans le nez. Et c'est un miracle que j'ai survécu. Parce qu'on a tué comme ça des milliers d'enfants, on les a rendus un peu estropiés. Et moi, je m'en suis rendu compte seulement après 70 ans, quand j'ai commencé je me suis mis à boiter de la hanche gauche. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir de l'arthrose. Mais c'est en faisant une première radio que j'ai vu que j'avais une malformation de la hanche. Et alors justement, le DTT est réputé pour créer des malformations osseuses. Alors voilà, j'ai tenu quelques années comme ça, et puis pour finir, je me suis fait mettre une prothèse, et puis l'opération a très bien réussi. Mais vous voyez, en plus, c'était l'époque de l'Institut Pasteur. Saigon avait un Institut Pasteur. Alors nous, comme Européens, on a eu droit à tous les vaccins de l'Institut Pasteur. Alors je vous laisse deviner les conséquences. J'ai eu une enfance épouvantable. Mes frères et moi, on était tout le temps malades. Tout le temps malades. Quand je suis rentré en Suisse après la guerre en 1946, les gens qui m'ont connu à l'époque parlaient de moi en disant « Oh Jean, il ressemble à un petit oiseau tombé du nid ». Voilà, c'est l'impression que je donnais aux gens. Et malgré tout, j'ai quand même tenu bon jusqu'à maintenant. C'est un miracle, je suis presque un miraculé. Et est-ce que c'est cette santé fragile qui a fait que vous êtes tourné vers les études médicales? Alors non, parce que les études médicales dans notre famille, c'est une fatalité. Moi, je suis le 22e médecin de la famille, j'ai même pas eu à décider. C'est la sœur aînée de mon père qui était le chef du clan, qui a dit « Jean, pas question, je voulais faire l'architecture, la diplomatie ou le droit. » Enfin, mais je ne pensais pas à la médecine. Elle me dit « Pas question, dans notre famille, on fait la médecine. » Bon, alors moi, brave petit jeune homme, à 18 ans, je suis entré en faculté de médecine. Et comment avez-vous fait pour sortir des voies? Alors, comment j'ai fait pour sortir? Voilà, c'est toujours quand on se met à pratiquer, parce que j'ai d'abord étudié la médecine, d'abord en Suisse allemande, on habitait près de Berne à l'époque. Alors j'ai commencé la médecine à Berne, après j'ai continué à Lausanne, j'ai fait pratiquement toutes mes études de médecine à Lausanne. Et après, en Suisse, avant d'ouvrir un cabinet, en général, on se spécialise. Alors, j'ai fait 8 ans dans les hôpitaux, dans les services de médecine interne. Alors, j'étais d'abord à Vienne, en Autriche, j'ai commencé, après à Lucerne, dans ma ville natale, après à Berne. Enfin, j'ai fait tous les stages qu'il faut faire, et au bout de ces 8 ans, j'ai obtenu mon titre en Suisse, ça s'appelle le FMH, en médecine interne. Et j'ai ouvert mon cabinet, alors tenez-vous bien, en 68, en mai 68. Incroyable, c'était vraiment, je me suis dit, c'est bizarre ça. Bon, en fait, j'y vois un signe. Alors j'ai pratiqué la médecine qu'on m'avait apprise, évidemment, j'étais de bonne foi.
Mais je l'ai dit dans mon bouquin, je voyais bien que ça ne sert à rien, tout ce que les médecins font, ça ne sert à rien. Mais vraiment à rien, ils sont nuls les médecins. On est nuls, nuls, nuls. Si vous voulez pratiquer la médecine avec ce qu'on vous a offert comme outil, eh bien c'est lamentable, vous n'avez pas de résultat. Alors c'est là que j'ai commencé à chercher. Alors je le dis dans mon bouquin, j'ai lu, j'ai beaucoup lu. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens très intéressants. Alors, et à l'époque où vous étiez médecin traditionnel, votre rapport avec les laboratoires était comment? avec les laboratoires, Oui. ah ben, ils avaient des représentants, bien sûr, qui venaient nous endoctriner toutes les semaines. On recevait le laboratoire, puis un autre laboratoire, etc., etc. Ils nous donnent des échantillons, puis essayez, docteur, voilà. C'est tout, ça s'arrêtait là à l'époque. Il y avait pas on ne vous offrait pas des voyages mirobolants ou des choses comme ça. On vous offrait un stylo ou bien voilà. Mais ils étaient omniprésents. Et moi, j'avais des amis pharmaciens qui disaient, c'est drôle, chaque fois que tel représentant a passé à Lausanne, moi je le sais, parce que le lendemain, toutes les ordonnances des médecins portent le nom de la maison. C'est là que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Alors quand il faut chercher, eh ben, il faut trouver aussi. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur notre chemin? Moi j'ai commencé par la sérocytothérapie de Thomas, qui était lui-même, il n'était pas médecin, il se disait médecin, mais il était réfugié en Suisse. Il avait été hébergé par le docteur Sen. Et j'ai commencé à avoir des premiers succès thérapeutiques avec les sérocytoles. Et ensuite, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis intéressé alors à l'homéopathie. Alors, par chance, ben, j'ai rencontré le docteur Sen, qui pratiquait à l'époque à Lausanne. Et puis il a bien vu que, parce que j'ai soigné pendant que lui était malade ou en congé, j'ai eu l'occasion de soigner des malades à lui. Alors il a vu comme je l'ai soigné, que je n'étais pas un médecin comme les autres. Vous avez parlé de médecine traditionnelle, je vous reprends parce que c'est justement pas le mot. La médecine que pratiquent les médecins actuellement, c'est une médecine complètement dévoyée qui n'a plus aucun rapport avec la tradition. Alors il a bien vu que j'étais un peu différent, il m'a convoqué à son cabinet et j'y étais, puis ça a été un émerveillement. Je me suis dit, ben voilà, enfin quelqu'un qui fait de la belle médecine. Parce que lui, d'emblée, il pratiquait l'homéopathie, mais il avait tout de suite compris que l'homéopathie, qui était d'usage courant à l'époque, n'était pas une homéopathie pas très efficace. Parce que les ordonnances des homéopathes à l'époque, c'était 5-6 pages avec des... Bon, on mélangeait tout, le pluricisme, l'unicisme, etc. Donc il avait compris que les gens étaient... probablement l'homéopathie n'a jamais été bien comprise. Alors lui parlait de barrages. Il pensait que c'est les barrages de l'énergie vitale qui empêchaient l'homéopathie d'agir. Alors j'ai compris plus tard que l'idée ne venait pas de lui, c'est le docteur Reinhold Voll, un Allemand, qui avait le premier parlé de barrages. Et pourquoi? Parce que lui, il a pu rendre visibles ces barrages au moyen de l'eau-mètre. L'eau-mètre, voilà. Alors, Sen, après, a fait école, on était plusieurs, moi j'étais un de ses premiers élèves. On était une dizaine de médecins qui venaient de France et d'Italie surtout, même de Belgique. Et on se rencontrait lors de séminaires qu'on faisait entre nous, comme ça, informels. Et on s'est rendu compte que, oui, qu'il y avait un problème là. Enfin, moi, je me suis très vite rendu compte que tous les médecins qui accordaient beaucoup d'importance à l'eau-mètre pour visualiser des barrages, en fait, ils se trompent, la plupart des gens, parce qu'ils ne se rendent pas compte, et ça c'est la physique moderne qui m'a ouvert les yeux, qu'en effectuant une mesure, eh bien, vous-même vous participez à la mesure. Hein. Et ça maintenant c'est bien admis en physique, mais à l'époque ce n'était pas tellement compris. Alors là je me suis distancé du docteur Sen, parce qu'il n'a jamais voulu admettre mon point de vue, parce que je dois dire qu'en plus, moi je faisais de la radiesthésie, depuis très jeune déjà. Alors moi, je n'avais pas besoin de tests à l'eau-mètre, je testais tout au pendule, parce que j'avais cette sensibilité. Et quand il faut choisir en homéopathie entre tel ou tel remède, je prends mon pendule et je teste, et puis il donne immédiatement la quittance, tout de suite. Et chose extraordinaire, quand le remède est juste, il se développe un espèce de flux énergétique entre ma main et la main de mon malade, qui nous unit comme ça, un courant. C'est extraordinaire, c'est une sensation que je n'ai jamais ressenti ailleurs. C'est une espèce de picotement, ça peut être chaud, ça peut être froid, ça peut être un vent frais, mais il se passe quelque chose. Et j'ai compris que quand on commence un traitement, ce qui est important, c'est
de libérer les gens des couches successives de tous ces événements qui ont laissé des traces. D'où l'importance de l'anamnèse. C'est capital. L'anamnèse, c'est vraiment la base de la grande médecine traditionnelle, même celle qui était pratiquée par les médecins du 19e siècle. On a toujours insisté sur l'anamnèse, ce que les médecins de nos jours n'ont plus le temps de faire. Mais l'anamnèse en homéopathie, ça prend 1 heure et demie. Donc, alors quand j'avais un malade en face de moi, ben, la première étape, c'est justement à la première consultation, on doit essayer de voir dans la vie du patient, de déterminer quels sont les événements qui lui sont tombés dessus, qui ont laissé des traces. C'est ça qui est important. Alors, pour finir, après quelques années de pratique, on se rend compte que c'est toujours les mêmes événements qui laissent des traces. Toujours les mêmes. Alors ça commence à l'accouchement, déjà, parce que la médecine moderne met les femmes sur le dos pour accoucher. C'est une imbécilité inouïe. Masculine, bien sûr, oui, oui. D'ailleurs, ça a commencé, je le dis dans mon livre, ça a commencé à la cour de Louis XIV. Hein, bon. Alors, ça, c'est le premier événement. Donc, toutes les lésions ostéopathiques, toutes les perturbations de l'énergie vitale qui remontent à cette époque-là. Ensuite, deuxième événement capital, de nouveau, ben, c'est le bombardement vaccinal. Alors ça, c'est peut-être la plus grande catastrophe écologique de toute l'histoire de la médecine. Et les gens ne veulent pas ouvrir les yeux, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Et de la pollution. Et de la pollution, bien sûr. Alors ça engendre une pollution absolument énorme et ça déstabilise le corps énergétique de pratiquement tous les malades et ça laisse toujours une trace. Même un innocent vaccin antitétanique ou antidiphtérique, bon, ça se faisait couramment, ça laisse une trace qui vous marque au fer rouge à vie. Alors, je ne parle pas du BCG, de la variole et des autres grands vaccins, mais donc le bombardement vaccinal, pour moi, c'est peut-être la plus grande erreur de la médecine. Dans l'histoire multimillénaire de la médecine, c'est la première fois que la médecine a pareillement déraillé. Troisième événement majeur qui bouleverse complètement le système immunitaire des enfants, c'est la façon dont la médecine moderne empêche les enfants de faire les exercices immunostimulateurs. Autrement dit, les maladies infantiles, on les appelle sottement maladies. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des exercices que la nature a mis des millénaires à mettre au point et qui sont parfaitement au point et par lesquels il faut passer. Ma foi, pendant des millénaires, on a admis que les enfants, de temps en temps, ils font la rubéole, la rougeole, la varicelle, la scarlatine, etc. Et dans ma famille, une famille de médecins, c'était admis. Mon grand-père médecin, on l'appelait pour une rougeole, je pense qu'il prenait des dispositions banales de l'époque. Donc laisser passer la rougeole. Le rôle de la médecine, ce serait justement de permettre à l'enfant de faire une belle rougeole qui sorte bien, parce que ça, c'est une des toutes grandes lois de la médecine, la loi de Hering, qui était un élève de Hahnemann. Hering a toujours dit qu'une maladie, pour qu'elle s'accomplisse dans un cycle physiologique normal, eh bien, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle aille de l'intérieur vers l'extérieur, ou du centre vers la périphérie. On le retrouve partout. Dans tous les écrits des anciens, on retrouve ces mêmes descriptions. Alors, les médecins modernes, admettons que vous êtes une jeune maman, vous avez un bébé, il a 3-4 ans, mais il fait des rougeurs suspectes. Bon, elle va chez le pédiatre, lui dit « Mais madame, il fait la rougeole, votre enfant ». Alors, d'abord, il lui passe un savon parce qu'il ne l'a pas vacciné. Voilà, alors déjà, elle se sent tremblante, et puis ensuite, ce ballot, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la rougeole. Il donne du paracétamol pour la fièvre, et quand c'est un imbécile complet, il donne encore des antibiotiques, soi-disant pour protéger le gosse des complications infectieuses. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et actuellement, le drame, c'est que, eh bien, il n'y a plus, avec cette généralisation des vaccins dans tous les domaines, nos enfants ne peuvent plus se payer le luxe de faire eux-mêmes leur immunité, de construire eux-mêmes leur immunité. Et moi, je suis terriblement inquiet pour mes petits-enfants. J'en ai 5. Ils n'ont bien entendu jamais été vaccinés. Mais ils n'ont jamais fait la rougeole, ils n'ont jamais fait les oreillons. C'est bien embêtant, parce que vont-ils faire? Alors, pourquoi ils n'ont pas fait ces maladies? Mais tout simplement parce que les virus normaux ne circulent plus. On les a mis hors circuit avec tous ces vaccins. C'est ça qui est grave. Mais c'est gravissime. Ça perturbe complètement toute l'écologie des virus et des microbes.
Tout est perturbé maintenant. Si bien que maintenant, vous avez des jeunes gens de 20 ans, de 30 ans, qui tout d'un coup font la rougeole, alors qu'ils ont été vaccinés. Mais ils font la rougeole, pourquoi? Parce que les virus, ce sont des êtres très complexes, qui sont pas bêtes, vous savez, ils ont aussi leur système de défense. On les embête avec ces vaccins qui sont bourrés de toxiques, eh bien, ils mutent, ils font autre chose. Ils deviennent plus forts, ils renforcent leur propre résistance, et puis ils reviennent maintenant, et tout d'un coup, on voit des épidémies assez extraordinaires. Ben, récemment, j'ai vu une famille de 3 enfants qui ont fait la coqueluche à l'âge scolaire. Alors pourquoi ils ont fait la coqueluche? Ils n'ont pas été vaccinés. Mais leurs parents étaient vaccinés. Parce que leurs parents, ils sont de la génération de 70, par là autour. À l'époque, tout le monde faisait... Alors en Suisse, on faisait le ditéperpol, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. En France, c'est le tétracoque. Tout le monde a fait le tétracoque en France. Bon, alors en faisant ça, ils ont empêché leur propre système immunitaire de gérer la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, etc. Et si bien qu'ils n'ont pas transmis à leurs enfants l'immunité qu'ils leur auraient transmise s'ils avaient fait eux-mêmes la maladie. Vous comprenez? C'est tellement logique. Si bien qu'ils n'ont pas transmis à leurs enfants l'immunité qu'ils leur auraient transmise s'ils avaient fait eux-mêmes la maladie. Ils n'ont pas transmis à leurs enfants l'immunité qu'ils leur auraient transmise s'ils avaient fait eux-mêmes la maladie. Vous comprenez? C'est tellement logique. Il n'y a rien à faire, les médecins ne veulent pas, ils ne veulent pas entendre raison. Les pédiatres, zéro, ils continuent, ils vaccinent. Alors, moi je suis de loin, bien sûr, parce que je suis complètement je suis plus dans je suis plus dans le bain, mais je regarde sur Internet les polémiques que vous avez en France en ce moment avec Macron qui veut réintroduire de force 11 vaccins chez le nouveau-né, mais il est fou, il est complètement fou. Et c'est amusant parce que Macron, chez nous en Suisse, il passe pour un président brillant. Hein. Dans les journaux, on parle de lui, un grand président, il va tout changer, il va améliorer. Mais si vous allez sur Internet en France, vous voyez qu'il y a quand même certainement déjà au moins 1 million de gens qui ne sont pas très contents avec ces dispositions qu'il a prises, et surtout quand on sait pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un renvoi d'ascenseur. Sa campagne a été financée par qui? Ben, on sait. Et puis voilà. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Et c'est gravissime. C'est vraiment gravissime. Et voyez-vous, ces 3 événements qui nous déstabilisent notre énergie vitale dès le début, l'accouchement idiot, l'abus des vaccins et l'impossibilité de créer soi-même son immunité par les maladies infantiles, ben, à l'adolescence, ben, les jeunes, ils n'ont plus cette immunité naturelle que nous avions, nous. Ou surtout nos parents, nous, déjà plus. Enfin, moi, je ne l'avais pas parce que j'étais déjà massacré par l'Institut Pasteur de Saigon. Mais mes parents avaient, ils avaient une santé, mais de fer. Autrefois, on disait qu'il fallait que les enfants fassent toutes ces fièvres éruptives, oui, c'est ça, pour qu'ils grandissent, mais exactement, et qu'ils arrivent à maturité, oui, en ayant confiance dans la vie. Exactement, exactement. Et maintenant, on ne retrouve plus ça. On voit des adolescents qui sont absolument perturbés, oui, à tel point oui, qu'ils sont dans la drogue. Alors, les fièvres éruptives, ben, c'était ça, c'était les maladies infantiles qui étaient là pour purger notre organisme de temps en temps. Alors, vous avez cité la rougeole, mais justement, la rougeole, c'était peut-être la plus importante. On ne saura jamais quelle est l'importance de la rougeole. C'est capital. La rougeole, c'est vraiment, à mon avis, c'est le passage entre l'enfance et l'adolescence. Hein. C'est un stade transitionnel. Il faut faire la rougeole. C'est pour ça que moi, je suis très triste que mes petits-enfants, ben, pour l'instant, ils n'ont pas l'occasion de faire la rougeole parce que le virus ne circule plus. Alors, la rougeole, c'est capital. J'ai vu des enfants, mais complètement transformés après la rougeole. Avant la rougeole, ils étaient des enfants, des petits-enfants, voilà, innocents, un peu bon. Et après la rougeole, ben, ça devient par exemple des grands garçons. Les filles commencent à devenir vraiment des filles. Et s'ils font cette expérience tardivement, ben, je ne sais pas ce que ça va donner. Et j'ai vécu toutes les situations possibles pour la rougeole. La plus drôle, c'est un monsieur il est plus âgé que moi, il a 90 ans à peu près maintenant, je pense. Et quand je me suis occupé de lui, j'ai fait son anamnèse, je suis remonté dans le temps, je suis arrivé à la rougeole, et j'ai vu qu'il n'avait pas bien fait sa rougeole. Il n'avait jamais sorti sa rougeole.
Oui, Voilà. il faut que ça sorte. Alors le rôle du médecin, alors, qui est un rôle aisé, si on est homéopathe, c'est qu'on aide la nature à sortir. Au lieu de couper la fièvre dans la rougeole, on donne belladonna. Et la fièvre sort magnifique, elle brûle. Et puis comme ça, la rougeole, elle sort bien. Voilà. Tandis que si vous allez chez un pédiatre classique actuellement, ben lui, il coupe la fièvre. Alors la rougeole, c'est catastrophique, elle rentre. Et moi, j'ai vu ça. Alors, c'est justement là qu'on peut parler des traces. Parce que les traces des événements, vous les retrouvez dans le corps énergétique. Et pour qu'un événement, pour qu'un événement soit repérable dans le corps énergétique, il faut que sa trace soit vraiment bien nette. Alors, les traces de l'accouchement médicalisé, ça vous les voyez, c'est les ostéopathes qui les voient. Les traces des vaccins, vous les voyez aussi, parce que dans le corps énergétique, si vous testez en radiesthésie ou allomètre, vous voyez. Et les traces des maladies infantiles qui sont mal sorties, vous les voyez. Et comment vous les voyez? Alors, vous testez. Si par exemple je suspecte chez quelqu'un une rougeole mal sortie, je prends dans ma trousse homéopathique le témoin de la rougeole, morbillinum, une haute puissance. En général, je teste les 10 000 Korsakoff. Je mets entre sa main et la mienne, je lance mon pendule. Et alors le pendule commence à d'abord il gire normalement, et puis tout d'un coup il prend la direction, la ligne droite entre nous deux, et puis le malade ressent, il sent passer le courant. Et d'ailleurs, il m'est arrivé plusieurs fois de créer chez le patient dont la rougeole devait sortir. J'ai même déclenché une fois une crise d'épilepsie chez une gamine qui était assise sur les genoux de sa mère. Et la rougeole mal sortie était probablement un des facteurs qui avait déterminé cette épilepsie. Et la gosse est partie, elle a fait pipi sur les genoux de sa mère, et puis elle est partie en crise. Je me suis dit, oulala, ben ça c'était vraiment un événement. Donc, c'est ce que j'appelle moi les événements marquants. Alors, il y a les vaccins, toutes les maladies infantiles, et puis bien sûr aussi toutes les grandes maladies. Vous avez la primo-infection tuberculose, vous avez la mononucléose infectieuse, vous avez la toxoplasmose si elle est sévère, vous avez toutes les maladies à virus qui sont peut-être... elles ne sont pas toutes dangereuses, il ne faut pas croire. Mais toutes les maladies importantes laissent des traces. Et j'ai remarqué que c'est surtout quand les médecins les ont empêchés de sortir. La varicelle laisse des traces aussi, mais elle n'est pas méchante. La varicelle et la rubéole laissent des traces, mais ce ne sont pas des traces extraordinaires. Sauf dans certains cas. Je me souviens d'une malade qui avait une pathologie neurologique grave, et c'est probablement dû à une varicelle qui n'était jamais sortie. Alors par chance, en Suisse, il n'y a pas de vaccin contre la varicelle pour l'instant. Enfin, il existe bien sûr, mais ce n'est pas encore entré dans les mœurs courantes. Par contre, en Amérique, tout le monde est vacciné contre la varicelle. Et moi, j'ai eu des patients à moi qui sont partis en vacances en Amérique. Les gosses ont fait la varicelle, mais c'était le branle-bas de combat là-bas. On a failli tous les interner dans un hôpital neurologique, parce que d'abord, ils n'en avaient jamais vu, et puis ils ont tout de suite pensé au pire. Non, mais ils en sont là-bas. Les Américains sont complètement fous. Je ne sais pas, un gosse de 5 ou 6 ans, je ne sais pas les douzaines de vaccins qu'il a dû ingurgiter déjà dans sa vie. C'est effarant. Ne pensez-vous pas qu'il existe autant de vaccins maintenant, simplement parce que les laboratoires de recherche ne trouvent plus de molécules mais bien sûr, pour les mais bien sûr. maladies? Oui, mais bien sûr. Mais je vous engage vivement à lire la conférence que j'ai donnée à Annecy il y a quelques années, que j'avais intitulée « Les vaccinations, le dernier tabou ». Parce que la médecine actuelle, qui est totalement matérialiste, elle ne tient que par les vaccinations. Si on supprime les vaccinations, les gens ne seront plus tellement malades. Et c'est pour ça qu'ils y tiennent dur comme fer, c'est pour ça qu'ils en inventent tout le temps. On revient tout le temps. Je ne veux pas vous citer tous les innombrables scandales, le vaccin contre le cancer du col chez la fillette, enfin, c'est ridicule, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Et qu'on veut faire aux garçons. Et qu'on veut faire aux garçons, oui, bien sûr, pourquoi pas, ça, l'industrie pharmaceutique, elle est devenue complètement folle. Pour moi, et je pense qu'actuellement, le drame, c'est que les médecins sont tellement formatés par l'industrie pharmaceutique durant leurs études déjà, parce que c'est pendant leurs études, on ne leur donne pas d'alternative. On leur dit, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est une question que je pose de temps en temps aux gens quand on parle des vaccins. Je leur demande, combien de temps pensez-vous qu'un étudiant en médecine passe à étudier les vaccinations? Parce que la vaccination, chez un pédiatre, par exemple, c'est vraiment l'ordinaire de tous les jours, c'est quelque chose d'important. Alors les gens qui sont
oui, s'ils flairent le piège, ils disent oui, oui peut-être un semestre ou 1 mois ou 2 mois d'études. Mais je les surprends toujours en disant, ben non, l'étude des vaccinations pendant les 13 semestres des études de médecine actuellement, ça prend 1 heure. On lit une page format A4, c'est tout. Alors, j'ai encore eu la confirmation par mes fils qui ont fait la médecine ici, quand je leur demande, mais est-ce que vous vous rappelez vos cours sur la vaccination? Ah, les cours, oui, c'était une lettre, une feuille A4, on disait, voilà, c'est le schéma vaccinal, et c'est tout. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas. C'est le sujet super tabou. Donc, il y a quand même... Il y a quelque chose, quand vous voyez comme ça, si vous êtes vraiment un peu intelligent, vous dites, il y a anguille sous roche, ça, c'est pas normal, un truc aussi important que ça. Les médecins n'ont aucune idée, ils ne savent pas comment on fabrique un vaccin, ils ne connaissent pas les additifs qu'on met dedans, ils ne savent pas pourquoi on met des additifs, ils savent pas ils vont jamais voir le suivi, que provoque ce choc chez le bébé, qu'est-ce que ça fait sur sa formule sanguine, sur son... Bien encore, les examens qu'on ferait en laboratoire, c'est quoi? Une dizaine d'examens, mais c'est peut-être 100 000 examens qu'il faudrait faire pour savoir toutes les perturbations énergétiques engendrées par un choc aussi important. C'est dramatique. Certaines thèses de doctorat sont financées par les laboratoires, c'est évident. Parce qu'il faut bien comprendre que pas seulement le doctorat, mais toutes les études de médecine sont formatées par l'industrie pharmaceutique, toutes. On évite soigneusement durant les études de médecine de parler d'énergie vitale, de parler de la grande médecine chinoise traditionnelle, de l'acupuncture. Et puis maintenant, un sujet qui me désole moi aussi, c'est les huiles essentielles. C'est un immense domaine. Vous pourriez faire toute la médecine, vous pouvez soigner toute votre famille et tout le monde avec les huiles essentielles. Bien entendu, on n'en parle jamais. Les médecins n'ont aucune idée de ce que peut être une huile essentielle et ce qu'elle peut faire dans votre organisme, etc., etc. Donc tous les sujets qui apporteraient la santé aux gens, c'est absolument banni. Alors le plus grand sujet, le sujet numéro 1, déjà, c'était le premier précepte de Hippocrate, c'est que l'aliment soit ton seul remède. La nourriture, c'est absolument capital, ça devrait occuper des semestres entiers de cours en faculté. Mais on n'en parle pas, rien, zéro, rien, surtout pas. Alors voilà, comment voulez-vous qu'après les médecins puissent faire leur métier? Après, ils sont lancés dans ce grand cirque, ils sont munis de ces armes chimiques, parce que la médecine actuelle, elle est totalement matérialiste, elle ne croit qu'en la matière. Et la matière, ça se résume à une molécule. Donc la médecine actuelle, elle cherche toujours la molécule miracle qui va vous guérir de toutes les maladies. Bon, il y a certaines molécules qui sont évidemment très utiles, mais ce n'est pas avec des molécules, surtout de synthèse, que vous pouvez remplacer un phénomène vital. La vie, elle se construit d'elle-même, c'est de nous-mêmes la vie. D'ailleurs, on la reçoit, ce n'est pas nous qui la créons, elle vient de là-haut, elle vient du ciel. Et je pense que la médecine actuelle fait complètement fausse route. Alors, si je veux en revenir à ma méthode, donc dans l'anamnèse, j'identifie tous ces événements qui ont laissé des traces, et puis alors là, le traitement consiste à effacer les traces. Alors, comme bien entendu, ces événements, ils ne sont pas tous survenus en même temps, ils se sont succédés dans le temps. Donc, il faut les éliminer les uns après les autres. C'est ce que j'appelle une séquence. Ces événements, ils constituent une séquence d'événements déstabilisateurs. Alors, pour faire le travail, pour libérer votre énergie vitale, il faut faire ce que j'ai appelé la thérapie séquentielle. C'est-à-dire que pour chaque événement dont je trouve la trace, je vais chercher dans l'arsenal des homéopathes le même événement, mais en sens inverse. Parce que ce qu'il est très important de savoir, c'est que par l'homéopathie, vous pouvez fabriquer pour chaque événement, vous pouvez fabriquer un contre-événement. Il faut savoir, parce que quand on dit l'homéopathie, oui, c'est des herbes, c'est des ceci, c'est ça, c'est pas vrai. N'importe quoi peut donner lieu à la création d'un remède homéopathique. Alors, on a parlé de ces événements dans la vie des gens. Alors, je n'ai pas parlé d'autres événements extrêmement importants, c'est tous les événements qui touchent la sphère émotionnelle et le psychisme. Alors, un des pires événements, c'est la commotion cérébrale. La commotion cérébrale, il n'y a pas de traitement en médecine, on vous met en observation à l'hôpital, mais ça laisse des traces toute votre vie. Et même si vous faites une commotion cérébrale quand vous êtes bébé, 50 ans après, elle est là. Et ça laisse des traces. Alors en homéopathie, on a les moyens de l'effacer.
Autre événement, tous les grands drames, les deuils, c'est épouvantable. Une mère qui perd son enfant, c'est quelque chose d'épouvantable, ça laisse une trace à vie. Et on a en homéopathie les moyens d'atténuer le choc, d'effacer cette trace qui, sinon, vous perturbe toute votre vie. Moi, j'ai connu des gens qui, toute leur vie, ont été marqués par un deuil dont ils n'ont jamais pu se remettre. Un événement majeur aussi, c'est toutes les formes de jalousie. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la jalousie ouvre les portes à des tas de pathologies. C'est épouvantable, la jalousie. C'est épouvantable. Alors, bon, nous, on dit jalousie, mais en homéopathie, il y a plusieurs jalousies. On sait que tel remède, c'est pour telle forme de jalousie, etc., etc. Donc, on peut les identifier et les nettoyer. Ça change la vie des gens complètement. Complètement. Après, vous avez tous les événements chimiques lourds, les anesthésies générales, surtout quand on utilise des dérivés de la morphine, ça laisse toujours des traces. Alors je parle même pas des drogués, je pourrais en parler longtemps aussi. Les drogués ne se rendent pas compte à quel point ils altèrent la qualité de leur système énergétique. Marc Duguin découvre notamment le rôle de la CIA et du FBI au sein des mouvements de la contre-culture, le fameux Summer of Love de 1968, afin de mieux contrôler une jeunesse considérée comme dangereuse pour le pays. C'est un moment charnière de l'histoire des États-Unis, où il y a un grand mouvement de contre-culture qui s'organise contre les excès de la société de consommation. Et en même temps, ils ont envie de partage. Et il y a quelque chose de retour aux origines du christianisme, en fait, dans cette démarche de cette jeunesse qui, en même temps, est plombée par la guerre du Vietnam. Et la CIA, derrière, essaye de contrôler ces jeunes. Et elle va les infiltrer. Et elle va les détruire, parce que l'introduction massive de LSD à San Francisco par la CIA, moi, je pense que le mouvement de la contre-culture a perdu dès le moment où la drogue est devenue quelque chose de courant et d'indispensable pour les jeunes. Et c'est à ce moment-là que tout ce qu'il y avait de grand dans le mouvement, finalement, s'est effondré. On ne se rend pas compte. Ils disent, oui, mais il a fumé que du hache. Ouais, bon, d'accord, il a fumé que du hache, mais ça laisse des traces. Et je raconte toujours une histoire dans tous mes séminaires. Je cite le cas d'un de mes malades que j'avais, qui était bien entendu consommateur de cannabis, mais il s'était adonné une fois au LSD. Il avait pris une seule dose de LSD et ça l'avait marqué. Alors là, il a dit non, là je ne peux pas aller plus loin, je ne veux plus y toucher. Quand il me raconte ça, dans l'analyse, quand j'arrive à cet épisode, je lui donne le LSD homéopathique, l'ISO, ce qu'on appelle un ISO. Il a refait un bad trip, comme ils disent, mais pire que... Alors vous vous rendez compte, si la réplique immatérielle de l'événement fait des dégâts pareils, alors on peut se dire, ben oui, l'événement, il était sérieux. Alors voilà, donc ma méthode consiste à repérer tous ces événements, les classifier dans la séquence, puis après on commence, puis on va en sens inverse, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est tout à fait simple. Il faut 1h30 ou 2 heures pour établir une bonne anamnèse, et puis après, on revoit les gens tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Alors moi, j'ai surtout pris des enfants, parce qu'évidemment, chez les enfants, c'est tellement plus simple. On arrive à sauver la destinée de ces enfants, et puis une fois qu'on leur a restitué leur équilibre énergétique naturel, eh bien ces gosses, d'abord, ils ne sont plus jamais malades. Moi, je vois chez mes petits-enfants qui n'ont jamais eu de vaccin, ils sont très rarement malades, très rarement. Et puis quand ils sont malades, eh bien les remèdes simples de l'homéopathie classique que vous avez dans les trousses, ben ça marche très bien. Bon, c'est pas toujours aussi facile comme je vous le décris maintenant, mais c'est quand même, il y a une très grande différence. Alors il y a un livre que j'aurais aimé avoir écrit, que je vous recommande chaleureusement, c'est un livre de la doctoresse Françoise Berthoud de Genève, qui était pédiatre et qui a écrit un tout petit bouquin, il est grand comme ça, La bonne santé des enfants non vaccinés. Il est génial, c'est vraiment, ça vous ouvre les yeux. Alors ce qu'il faut se mettre en tête, d'abord la différence entre cette méthode et l'homéopathie traditionnelle, c'est que l'homéopathie traditionnelle, elle ne fait pas tout ce travail de recherche, c'est un travail de détective qu'on fait, ou d'archéologue si vous voulez. Alors l'homéopathie traditionnelle vous donne les remèdes qui correspondent à vos déséquilibres du jour, ce qu'on appelle le similimum. Alors le similimum, s'il est bien choisi, il fait merveille aussi, ça marche très bien, mais ça ne dure pas tellement longtemps. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont venus chez moi, c'est des gens qui avaient été en traitement pendant des mois, peut-être même des années, chez des homéopathes classiques, mais devant la non-persistance des résultats, mais ils se sont dit, il y a quand même quelque chose qui bloque, qui freine. Et c'est là justement qu'en appliquant la méthode séquentielle, on arrive à éliminer, à retrouver tous les événements qui ont laissé des traces. Et une fois qu'on a effacé les traces, l'homéopathie classique, ça marche de nouveau très bien.
Mais alors ce que je dois dire absolument, c'est, et ça c'est un message que j'adresse maintenant parce qu'il est à toutes les jeunes mamans qui ont des enfants, qui remarquent qu'après un vaccin, c'est surtout le ROR que j'ai dans l'idée, si une jeune maman remarque après le vaccin ROR, le comportement de son enfant change dans les jours qui suivent, même encore dans la semaine ou dans les semaines qui suivent, il faut immédiatement qu'elle s'en alarme. Parce qu'à ce moment-là, on peut encore être très efficace avec l'homéopathie. Et j'ai eu plusieurs cas parmi mes malades où les gens ont eu la bonne idée de tout de suite appeler « Mais qu'est-ce qu'il a, mon gamin? Il n'est pas comme avant. » Et c'est comme ça que débute l'autisme. Et vous savez combien il y a d'autistes actuellement en Amérique. Moi, c'est Sylvie Simon qui m'a ouvert les yeux. Elle m'a dit, d'ailleurs le chiffre qu'elle cite à l'époque, il est dépassé depuis longtemps. Maintenant, il y a des millions. Enfin, ils arrivent à... Le pourcentage est terrifiant. C'est plus, je ne sais plus à l'époque, quand on en parlait avec Sylvie Simon, c'était un enfant autiste sur 100. Sur 100, oui, et maintenant. C'est 1 sur 50. 1 sur 50, oui, voilà. Alors, ça, c'est certainement dû au vaccin. Vous connaissez l'histoire du docteur Wakefield, l'Anglais qui a été mis au banc parce qu'il a mis le doigt sur ce problème. Mais chaque fois qu'un médecin trouve la cause, et que la cause, c'est justement la vaccination, évidemment qu'il est boycotté tout de suite. Alors, ça vaut la peine que, si de toute cette petite conférence que je vous donne, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est ça. Il faut agir le plus vite possible. Dès que vous remarquez qu'un événement est en train de créer une marque, il faut tout faire pour l'effacer. Parce que alors là, le gosse, il retrouve la santé, mais immédiatement, vous donnez l'antidote. Alors pour le vaccin RER, c'est ce qu'on appelle un ISO, c'est l'ISO du RER. Alors là, de nouveau, un petit problème, c'est qu'il faut trouver le bon laboratoire qui le fabrique. Voilà. En Suisse, on a de la chance, on a quelques bons laboratoires, mais je crois qu'on ne peut pas en parler comme ça en public parce que ça peut... Ils ne seraient pas contents qu'on les cite parce qu'ils aiment mieux être discrets parce qu'on les embête. Alors en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment on est au plus bas, on est au creux de la vague. Hein. Les homéopathes, on est vraiment dans le collimateur des forces du mal, je peux dire, carrément. Et l'homéopathie, actuellement, c'est un métier héroïque. Et mes fils qui ont fait l'école suisse romande d'homéopathie, ils étaient à peu près les derniers médecins à suivre les cours de cette école. Maintenant, il n'y a plus que des pharmaciens, des infirmières, des naturopathes ou des vétérinaires qui suivent les cours d'homéopathie. Mais il n'y a plus un médecin. Les jeunes médecins n'osent plus. Ils n'osent plus se lancer dans l'homéopathie parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont menacés. Ils sont vraiment menacés. Ils préservent leur diplôme. Alors oui, c'est ça. Alors les jeunes médecins, maintenant, quand ils s'installent, ils pratiquent ce qu'ils ont appris, ils mettent en pratique, et puis voilà, c'est des moutons dociles. Et c'est pour ça que tout va mal. Moi, je pense qu'actuellement, on vit une époque complètement folle. Et le drame, c'est que le grand public ne se rend pas compte qu'il est urgent d'agir. Il est urgent, c'est vraiment urgent qu'on change. Les études de médecine, on doit les changer complètement. On doit revoir le programme des études de médecine, il faut complètement les changer. Et il est urgent qu'on forme des médecins qui soient ouverts aux forces de la vie, qui soient ouverts à ces notions d'auto-guérison. C'est nous-mêmes qui sommes notre médecin, c'est notre corps qui doit se gérer lui-même. Et si on continue comme ça, c'est plus possible, on ne peut pas continuer. Ça ne peut plus aller. Alors, qui en parle? Qui parle comme moi? Vous venez me voir, bon, moi je suis un individu isolé, je suis à la retraite, je n'ai plus un mot à dire. Mais maintenant, si vous voulez avoir des renseignements, mais il faut aller sur Internet, parce que les médias n'en parlent jamais. Les médias sont complètement inféodés aux grands lobbies. Donc c'est sur Internet que vous trouvez des renseignements. Alors j'étais très très ravi d'entendre, je ne sais plus, la semaine passée, j'ai entendu une interview d'Isabelle Adjani qui se jette à l'eau. C'est sensationnel comme ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ben voilà, si les artistes commencent à risquer leur carrière et leur réputation, alors bravo, ça c'est magnifique. Un autre aussi, un écrivain que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Didier Van Covelart, qui a écrit des romans absolument sensationnels. Moi, je le suis depuis le début. Et son dernier roman, qui est sorti à la fin de l'année passée, je ne sais pas si c'est son dernier, il en a peut-être un depuis, mais il
il le consacre à la réhabilitation de Tesla. Et Tesla, qu'il met en parallèle avec Einstein. Pour lui, c'est les deux plus grands cerveaux que le siècle ait produits. Et Tesla est un génie absolument incroyable. Et moi, ça m'a toujours intéressé parce que c'est le même combat, le combat de l'énergie libre et de la santé libre, c'est le même combat. Et on voit là que tous les grands lobbies sont associés pour empêcher la santé naturelle, la santé libre, l'alimentation saine et pour empêcher l'énergie libre. J'en parle dans mon deuxième bouquin, je parle de Tesla. Si vraiment on avait suivi l'enseignement de Tesla, bien maintenant dans tous les ménages, on aurait une boîte ou comme un frigo qui serait notre centrale énergétique qui nous fournirait l'énergie pour l'éclairage, le chauffage, pour la voiture. Voilà, on n'aurait plus besoin de barrages dans nos montagnes, on n'aurait plus besoin de centrales nucléaires, on n'aurait plus besoin de centrales charbon, etc. Et il y a Tesla, vous vous rendez compte, ça fait plusieurs lustres qu'il a écrit tout ça. Mais alors on sait que ces travaux ont été récupérés, évidemment, par les forces du mal. Alors moi j'ai une immense admiration pour Tesla. Et c'est drôle parce que j'en ai parlé, j'en parle depuis des années, puis tout le monde me dit « mais tu radotes avec ton Tesla, si c'était vrai, ça se saurait, c'est toujours le même argument, c'est toujours… » Mais bien sûr, mais en attendant, il avait raison, et moi je dis que c'est urgent, on ne peut plus attendre encore des années, il faut que ça se décide. Alors le Parlement suisse vient de nous faire une fleur, ou le gouvernement, pardon, pas le Parlement, le gouvernement vient d'admettre qu'on a abusé avec les pesticides. Alors on réduit maintenant les pesticides dans l'agriculture, mais avec des échéances, c'est sur 10 ans, voilà. Et puis on ne les supprime pas complètement, on réduit d'un tiers ou de moitié. Mais ça me fait hurler, c'est dramatique, c'est maintenant qu'il faudrait tout interdire. D'accord, tous les additifs qu'on met dans les vaccins, c'est extrêmement nocif, mais ce n'est pas ça qui est nocif, c'est le vaccin lui-même, c'est le choc énergétique pervers, c'est ça qui est nocif. Et la nocivité est aggravée, bien entendu, par l'aluminium ou le mercure, hein, le thiomersal ou les squalènes, ou tout ce qu'on peut émettre, qui ne sont que des produits qui attaquent un peu plus le système immunitaire. Mais c'est le choc du vaccin lui-même qui est terrible. Et d'ailleurs, j'en ai pour preuve, moi, les premières années, quand j'ai ouvert mon cabinet, quand j'ai passé à l'homéopathie, j'ai commencé en 73 à peu près, tous les enfants que je nettoyais, comme ça, avec mes ISO, ce n'étaient pas des ISO de vaccins, c'était les nosodes des maladies. Par exemple, pour nettoyer le diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, j'utilisais le nosode de diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Puis ça marchait. Mais je ne savais pas, moi, à l'époque, qu'il y avait des additifs. Je l'ai appris bien plus tard, comme tout le monde. Alors maintenant, comme je sais que les vaccins modernes avec additifs sont encore plus toxiques que les vaccins anciens, alors je dis aux gens, si vous voulez être sûr que votre enfant soit bien débarrassé de ce vaccin, il faut commander au laboratoire homéopathique, il faut commander l'ISO exact du vaccin. Parce que chaque fabricant a ses secrets de fabrication qu'il ne livre pas. Alors, c'est pour ça, je pense que c'est important. Mais à défaut, on peut toujours déjà faire un très bon travail en donnant déjà le nosode pur. Donc, les diathèses Alors, les diathèses, c'est un immense chapitre de l'homéopathie. C'est notre prédisposition à faire telle ou telle maladie. Alors, dans l'homéopathie classique, il y a 4 grandes diathèses. Alors, moi, je le dis dans mon premier livre, les diathèses, on peut y toucher qu'après avoir fait tout ce travail de déblayage de tous les événements qui vous ont marqué. C'est inutile de s'attaquer aux diathèses alors que votre organisme est complètement englué dans des vaccins ou dans des maladies mal sorties. Donc, il faut d'abord faire ce premier travail, qui prend en général, chez les enfants, ça prend une année. Et puis la deuxième partie de la thérapie, ce que j'appelais la thérapie perséquentielle, donc c'est la continuité. Alors, la thérapie perséquentielle consiste à restabiliser notre stock génétique, si l'on veut, et en faisant travailler les 4 grandes diathèses. Alors moi, je commence par la psor, et j'explique pourquoi dans mon livre. Ensuite, je passe au tuberculinisme, qui est une énorme diathèse. En Europe, on souffre beaucoup de tuberculinisme en général. Après, vous avez la psychose, et puis après, vous avez la luèse. Ce sont les 4 grandes diathèses. Alors, mon apport, moi, personnel à l'homéopathie, c'est que ces diathèses, à mon avis, elles correspondent aux saisons, aux 4 saisons.
Alors l'absor, je l'aborde toujours en automne, à l'équinoxe d'automne, le tuberculinisme au solstice d'hiver, la psychose à l'équinoxe de printemps et la luèse au solstice d'été. Et si on le fait dans cet ordre-là, le travail de stabilisation des diathèses se fait très bien, se fait très très bien. Et en général, après une année passée à ramener, si vous voulez, ces quatre grands, moi j'appelle ça les piliers constitutifs de notre code génétique, si vous faites ce travail, en général, après, l'enfant se porte bien pendant quelques années, ça c'est sûr. Et alors si ça ne suffit pas, parce que je fais toujours ce premier travail en utilisant les hautes puissances, mais je les arrête à la 10 millième Korsakoff, si ce travail ne suffit pas, alors je continuais le travail en reprenant les mêmes, mais avec des doses plus puissantes, avec les 50 000 Korsakoff. Parce que cette possibilité qu'on a en homéopathie, c'est qu'on peut augmenter indéfiniment. Mais en général, avec les 50 000, on solutionne la plupart des problèmes. Mais bien sûr, alors mes fils me reprochent, me disent « mais papa, tu donnes trop d'espoir aux gens, parce que ça ne marche pas toujours comme ça. » Effectivement, il n'y a pas de... Mais dans l'ensemble, je trouve que ça vaut la peine d'essayer ce système-là, parce qu'on est quand même bien. Par contre, pour les gens qui ont déjà des maladies chroniques, des maladies avancées, des maladies dégénératives, alors il ne faut pas essayer de faire ma méthode, parce que on perdrait trop de temps. On pourrait, mais c'est des années alors, de travail de bénédictin pour essayer de trouver tous les événements, tout ce qui coince, tous les événements. C'est pour ça que j'ai donné comme consigne à mes fils de prendre en priorité ce que je faisais moi, des jeunes ménages, des familles avec des enfants. Parce qu'on change réellement leur destinée. Et les gens qui nous suivent, ça se voit, leur santé est meilleure. Mais la pression de l'entourage est tellement forte qu'on a beaucoup de crève-cœur, beaucoup de crève-cœur. Beaucoup de gens qui apparemment avaient compris qu'il ne fallait pas vacciner, qu'il fallait laisser sortir les maladies. Ils finissent quand même par céder à la mode quasiment, enfin à la mode, à la pression des lobbies destructeurs, et puis on les perd de vue. Si bien que je ne peux pas vous dire le pourcentage de gens qui bénéficient vraiment d'une thérapie, parce que bon, c'est impossible, on ne peut pas suivre les gens. Pour leur voiture, les gens sont d'accord d'aller chaque année chez le garagiste pour faire un service, mais une fois que leur principal souci a disparu, ben ils ne reviennent plus, ils vous oublient, ils oublient leur médecin. Alors, vous m'avez posé la question pourquoi on utilise ces différents dosages. Ça, c'est pas de moi. On appelle, nous les homéopathes, nous appelons ceci l'échelle de Hering. C'est Constantin Hering, qui était un des tout grands homéopathes du 19e siècle, qui a imaginé que pour remonter dans le temps, il fallait y aller progressivement. Alors, il utilisait d'abord les 30, les dilutions 30 Korsakoff, ensuite la 200, ensuite la 1000, et ensuite la 10 000. Alors, il y a plusieurs façons, mais je ne vais pas vous donner un cours d'homéopathie, il y a plusieurs façons de les prendre. Mais le changement se passe réellement quand on est au haut niveau. C'est avec la 10 000 Korsakoff que vous arrivez à expulser une rougeole, par exemple. Avec une 30 ou une 200, vous n'y arrivez pas. Mais il faut suivre ce chemin-là. Un autre problème que je rencontre maintenant, c'est qu'il n'y a plus de médecins homéopathes. Ceux de ma génération, ils ont tous arrêté ou ils sont décédés. Alors, il n'y a pas de relève. Alors nous, on est submergés. Mes fils, ils ne savent plus où donner de la tête. Ils ne prennent plus de nouveaux patients. Ils ne prennent des nouveaux patients que dans leur clientèle, n'est-ce pas? Et ils me demandent, d'ailleurs, ils me disent, papa, mais tu devrais stopper ton site internet. Il ne sert à rien parce qu'il nous attire que des ennuis, parce que les gens, ils utilisent ce site pour voir ce que c'est, puis ils veulent des rendez-vous. Et ils ne peuvent pas. Alors moi, je suis à deux doigts de dire, est-ce que j'arrête tout? Est-ce que j'arrête tout? Je ne sais pas. Alors j'estime qu'on est vraiment au creux de la vague. Alors j'attends des jours meilleurs. Pour l'instant, je fais le mort. Et j'attends des jours meilleurs pour voir si j'arrive à convaincre d'autres jeunes médecins, parce que je ne trouve plus de jeunes médecins pour mes séminaires. J'ai donné des séminaires pendant 20 ans. D'abord un peu partout. J'étais à Lyon, à Paris, à Montpellier, dans le sud-ouest, en Belgique. J'ai même été au Canada. Mais la grande époque de ces séminaires d'homéopathie, c'est fini. Les jeunes ne viennent plus. Alors j'ai arrêté. Je ne donne plus de séminaires. Et je ne sais pas comment cette histoire de l'homéopathie va continuer, mais je sens intuitivement qu'il faut tenir bon, il faut se cramponner, parce qu'on tient quand même, on tient le bon bout. Moi, je suis persuadé que si tout le monde
admettez notre point de vue, la santé publique se porterait mieux, mais il faut en même temps réformer l'agriculture, il faut réformer la gestion de l'énergie, il faut tout réformer, hein, et on vit une époque charnière. Alors, est-ce que l'humanité va survivre à cette tempête? Ben voilà, on a Irma qui nous donne des... Moi, ça m'a fait froid dans le dos de voir cette masse de... C'est absolument fabuleux. C'était grand comme la France, je crois, ce tourbillon, cet ouragan. Et je me dis, peut-être que Gaïa, elle en a peut-être marre maintenant de l'espèce humaine. Elle aimerait peut-être se débarrasser de nous. C'est peut-être ce qui va se passer, je ne sais pas. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais j'ai peur, je dois dire que j'ai peur, voilà. Et elle a choisi des îles de privilégiés. Voilà, exactement. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait quand même quelques îlots quelque part où on peut se cramponner, où on peut survivre. Et moi, c'est ce que j'essaie avec ma méthode, avec mes livres, c'est de créer des petits îlots de résistance. J'avais pour habitude de dire à mes malades, oui, nous, on prépare les survivants du 3e millénaire. Voilà. Si vous voulez, je peux conclure comme ça. J'aimerais que ça serve. Et je vous remercie infiniment d'être venu. Je me sens très, très honoré par votre visite. Et je sais pas, j'espère que je ne vous ai pas raconté trop de bêtises, parce que j'ai l'impression que je me répète tout le temps. Je dis toujours la même chose. Et je n'ai rien inventé de neuf. Mais je sais que j'ai encore tout à apprendre. Mais le tout grand conseil que je peux donner à tous les gens qui nous regardent, c'est agissez tout de suite, tout de suite. Dès que vous remarquez une perturbation, il faut agir. Il ne faut pas attendre.